Bonjour. C'est un plaisir pour moi et mon équipe d'être ici ce matin. On a eu une journée très fructueuse hier, avec beaucoup de bonnes discussions, et j'ai beaucoup aimé ce dialogue. Excusez-moi pour ma voix un peu enrouée. Je crois que les débats d'hier ont été très utiles. Un problème qui était permanent, c'était celui des sols. Il n'y a aucun doute qu'en Afrique, nos sols sont épuisés. En moyenne, nos principales cultures, le maïs, le sorgho, partout, les rendements sont d'environ 1 tonne. Pour le manioc, c'est de 12 à 16 tonnes. Alors, ceux qui viennent de Thaïlande, de Malaisie, vous êtes entre 60 tonnes, 80 tonnes. C'est la limite 80 tonnes. Alors pour les céréales, le maïs, le sorgho, le mil, nos collègues asiatiques font en moyenne 3 tonnes à l'hectare. Ceux qui viennent d'Amérique latine, du Brésil, de l'Europe, ils en sont à 5 tonnes. Et devinez ce que c'est qu'aux États-Unis, c'est 10 tonnes à l'hectare. Donc nous sommes véritablement au bas de l'échelle. Il nous faut donc régler ce problème de faible productivité de nos champs. Et c'est pathétique parce que on avait en 69 millions de petits paysans et s'ils produisaient tous 3 tonnes de maïs, on en importerait très peu. En Afrique du Sud, ils avaient la faim l'année dernière, pourvu que cette année, à Dieu ne plaise qu'il n'y ait pas la même chose au Mali et ailleurs. Les problèmes donc, que nous avons sont réels et les solutions ne sont pas faciles. Si c'était facile, ce serait réglé depuis longtemps. Je suis donc engagé, en tant que directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest, à véritablement travailler avec les communautés, travailler avec tout le monde, inclure tout le monde, parce que les problèmes sont énormes. On ne peut parler d'une tonne de maïs ou de 12 tonnes de manioc lorsqu'on n'arrive pas à rattraper le reste du monde. Les problèmes tout souvent liés à l'accès aux engrais, tant organiques qu'inorganiques. On ne parle pas de où. On a la difficulté d'avoir accès physiquement et au plan financier. Nos problèmes, on n'a pas de problème pour les utiliser, les engrais. Le problème, c'est qu'on a eu de mauvaises expériences. Nos amis de Rabat, Coulibaly nous a dit comment on a piégé les paysans. Et donc, ils ont eu de véritables difficultés avec l'accès aux finances. On travaille donc sur les problèmes liés aux questions physiques, mais également aux problèmes de l'accès financier. Alors, dans ce programme, on prend de petites quantités d'engrais, on utilise cela avec la fumure organique. Et c'est une approche intégrée. Hier, notre collègue a parlé de la manière dont on fait la promotion des desmodium, des striga. Comment bien gérer nos terres d'une manière qui soit favorable à l'environnement, respectueuse de l'environnement. Le troisième objectif de notre programme, c'est véritablement de créer une politique de l'environnement qui soit propice aux petits paysans. Je pense que Coulibaly en a parlé hier. C'est des questions en fait de politique. Même lorsqu'on connaît la technologie, il y a des contraintes de politique. Il y a beaucoup de questions financières. Donc, ce que je vais partager avec vous, il y a un certain nombre d'expériences sur le terrain avec Mme Keita Coulibaly, des scientifiques nationaux, Siawadogo Zakaria, qui vient du Mali également. Et ce matin,
j'ai inclus, sans l'informer, notre responsable des questions politiques, qui est basé à Bamako, parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la fourniture d'engrais. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ah, je le contrôle à partir d'ici. Très bien. J'aimerais mettre en lumière quelque chose sur les engrais. On ne fait pas simplement la promotion des engrais, on fait la promotion des engrais dans une approche intégrée de la gestion de la fertilité. On utilise l'azote, le phosphate et le potasse. Le soufre pose un problème. On a capté beaucoup d'azote dans l'air et donc on n'a pas beaucoup de reproduction. Il y en a beaucoup au Nigeria, mais tout est importé. Ce sont des programmes très chers. On utilise de petites quantités de manière intégrée dans la production des légumes. Mais toutefois, comme on l'a dit hier, on a beaucoup de bons phosphates locaux, des engrais phosphorés. Est-ce que mon français est bon? On appelle les engrais phosphorés. Au Mali, on a le Tilensi. Ceux qui viennent du Mali, vous connaissez le Toguna, hein? la société qui fait le Toguna. Dans le nord, au-delà de Gao, il y a aussi une roche phosphatique qui est de qualité un peu moindre que celle du Maroc, mais qui est bonne. Alors, on a besoin d'un appui technique pour devenir, pour avoir, et on le revêt de sucre, de mélasse. Il y a une petite quantité d'azote nécessaire. Un autre sur lequel on travaille, en Tanzanie du Nord, on utilise le njingu, qui sont faits à partir des os des oiseaux morts. C'est un type. On utilise en fait les dépôts locaux et on a la capacité technique de le faire. Mais ce sont des questions de politique. Donc les engrais, les phosphorés et l'azote, tout ceci, la plante s'en moque, que ça vienne du compost, de la fumure ou d'ailleurs. Il faut que ce soit des engrais, un engrais phosphoré. Alors, la raison pour laquelle on penche pour les locaux, c'est parce que c'est 15% moins cher que l'engrais importé. Obtenir donc de faire parvenir les engrais aux paysans, 5 ou 10 fois plus que maintenant, il faut que nos gouvernements s'en mêlent. C'est une question de politique. Comme l'a dit le président hier, c'est une priorité l'agriculture. Il nous faut donc des engrais qui soient abordables et mettre ça dans des programmes de subvention. On le fait en Zambie, on le fait également au Mali, jusqu'à 70% de subvention. Il y a Conan qui les aide et il faut discuter de notre affaire en tant qu'organisation, c'est de donner les preuves, d'apporter des preuves. Et on montre, je m'engage en tant que chef d'équipe à travailler avec vous pour apporter ce dialogue, mener ce dialogue, de sorte que nos dirigeants politiques aient des preuves et qu'ensemble on puisse avancer. Parce que de passer de 200 000 millions d'Africains qui ont faim, on ne peut pas continuer comme ça. On peut se nourrir. Mais il nous faut de bonnes semences, de bons sols, avoir de bons marchés pour nos producteurs. Et c'est des interventions de niveau politique qui sont liées au financement, qui sont liées aussi à l'écoute des paysans. Comme on le sait tous ici, regardez ce paysan au Mozambique. C'est l'un d'entre nous, c'est notre président. Je l'ai amené au Mozambique. Et regardez ce champ, ceux qui ont visité cette région-là, toute cette zone est déficiente. C'est de ça que je parlais. 60 kilos d'azote et ça fait moins de 3 tonnes à l'hectare. Alors comment est-ce qu'on y arrive? On le fait avec les légumes, l'arachide, en rotation. Il y a de petites quantités d'engrais, 20 kilos d'engrais phosphorés, et le reste c'est de la fumure.
200 kilos avec... Et ce n'est pas un sorgho génétiquement modifié. Alors, on a plus de biomasse avec cette... on a plus de biomasse avec le sorgho et finalement on en fait du compost. Donc la biomasse limite la production de compost en Afrique. Si on avait suffisamment de biomasse, mais c'est la question de la quantité et de la qualité. Quand on utilise ces technologies pour faire démarrer le système, à un certain moment, on a suffisamment pour diminuer les engrais chimiques et ensuite avoir un système qui est fondé sur le compost. Alors, mes collègues ont parlé du sorgho et des variétés de sorgho. Ce système est au cœur de notre entreprise. Des cultures comme ça peuvent fixer jusqu'à 60 à 120 kg, 150 kg d'azote par hectare. C'est ce que les Brésiliens ont fait dans la région de Cerrado. Maintenant, ils arrivent à faire pousser du sorgho sur la base de l'apport en azote. Alors, donc, partager les connaissances que nous avons avec les paysans. Cette paysanne fait partie des 4,1 millions que nous ciblons parmi les paysans dans les programmes d'accès au marché. Alors, cette paysanne ne connaissait pas le rhésidium et l'inoculum. Et je leur ai dit que dans les racines de ces plantes, il y a de l'azote. Et elle était très intéressée. Elle a entendu parler de tofu. Elle dit, ah oui, j'ai vu ces gens produire ce blé qu'on appelle le tofu. Et elle sait comment le faire maintenant. C'est ce qu'on fait. Et on engage la société civile également dans cette entreprise. On fait également... c'est les cultures intercalées. On a le changement climatique et cette paysanne de la Tanzanie, et regardez ce qu'elle fait. Elle a du maïs et avec des pois cajuns qui se vendent jusqu'à entre 600 et 700 dollars. Alors la variété indienne est finie lorsque la production africaine arrive sur le marché. Donc on a beaucoup de chance. On peut donc aider les paysans à faire de telles cultures et qui fixent beaucoup d'azote. Et ça donne également du fourrage pour le bétail. Et ils sont tous sur... Ces pois cajuns sont sur la terre, ils restent sur le sol. Et ça s'étend et ça donne des gains. Si 300 000 paysans en Tanzanie, au Kenya, jusqu'en Tanzanie, on cherche des variétés qui arrivent à maturation très vite. Parce que si on tarde à le faire, il y aura la variété indienne sur le marché. Alors, dans la même zone, vous avez un autre paysan qui n'utilisait pas les variétés améliorées ni les engrais. Et regardez comment son champ se comporte. Ils utilisent uniquement les semences locales, sans engrais, et voyez ce que ça fait. Une petite quantité d'engrais peut en fait atténuer les effets de la sécheresse. Les bonnes semences qui sont tolérantes de la sécheresse, c'est ce qu'on développe à l'AGRA. Il faut qu'il y ait de bonnes semences qui tolèrent bien la sécheresse et faire des interventions permettant aux paysans d'échapper à la sécheresse. La question de l'introduction d'arbres, parce que l'AGRA, on ne s'occupe pas simplement de maïs, d'haricots, etc. On voudrait également des arbres. Il faut qu'il y ait un système de diversification de l'utilisation des sols. Vous voyez, vous avez au Rwanda, on plante des pois cajuns. Et c'est une plante qui monte, mais ça monte vers le ciel. Et ça pousse aussi bien que moi, c'est-à-dire ça devient aussi grand que moi, ces pois-là. Alors que les pois habituels sont tout petits, ils ne deviennent pas aussi grands. Le problème, ce sont les piquets. Et ça vous donne 3 à 4 fois plus de rendement que les pois habituels, les haricots habituels. Et donc,
il faut utiliser cette opportunité. Et puis ce manque, cette pénurie de piquets fait qu'on fait la promotion des arbres. Au Rwanda, au Kenya, également au Malawi, où il y a des interventions en matière d'agroforesterie. Alors le bétail est important, bien que nous n'ayons pas, on cherche toutes les occasions d'introduire le bétail dans le système. Quand vous produisez du sorgho, etc., des pois, il y a beaucoup de résidus et ces résidus peuvent aller dans les champs. Et on produit là comme cela de la fumure. Et donc, on peut utiliser le bétail de manière très proactive. Alors, la récolte de l'eau, en quelque sorte, quand vous utilisez les engrais, on fait des aménagements. C'est une activité d'extension. On essaie de gérer l'eau. Le système, par exemple, qui existe au Burkina Faso ou au Kenya. On fait beaucoup de petits puits d'eau qui font une certaine différence entre la réussite et l'échec d'une culture. Alors au Malawi, on essaye avec 10 000 paysans. Dans d'autres endroits, on essaie également les pois cajuns et d'autres récoltes que l'on adapte. Et l'aspect particulier de cette culture, avec un minimum de labour, on le fait par le truchement d'une culture de couverture. Je fais la promotion de l'agriculture de conservation. Il faut savoir que la plupart des Africains, des paysans africains, utilisent le bétail qui consomme ces résidus. Et dans quelle zone est-ce qu'on peut faire la promotion de ces techniques? Et enfin, on voit ce type d'impact, ce type d'effet. Les paysans sont heureux. Quelqu'un qui dit « je n'ai plus ce problème que j'avais », etc. Et je vais terminer avec le fait que, comme l'a dit l'autre collègue, les scientifiques. On a un calibre d'hommes de sciences qui font de la recherche adaptée. Et il y a toutes sortes de types de sols en Afrique. Et ce sont nos ingénieurs qui vont nous permettre de les améliorer. Je m'arrête là et je laisse à mes collègues un petit peu de temps pour dire ce qu'ils font en matière de microdoses. Conan, tu n'as pas à parler. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Okay, merci Bachir, merci Madame la Présidente. Bonjour chère assistante. Je vais ici, après Bachir, intervenir dans une direction beaucoup plus pratique. Comment pratiquement on est en train de vivre, d'exécuter ce que Bachir vient de dire au Mali. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Mali, la vulgarisation agricole est une fonction partagée. Ça veut dire et l'État, et les privés, et les OP, et les ONG peuvent faire la vulgarisation au Mali. Si bien que dans le cadre de l'exécution de ce projet au Mali, il est exécuté par 50 OP, organisations paysannes, 20 organisations paysannes encadrées par SG 2000, 20 autres encadrées par l'ONG ECORD, 5 encadrées par l'ONG Kilabo et 5 autres encadrées par l'ONG Adaf Galé. Donc voilà les 50 organisations paysannes. Et dans le comité de pilotage de ce projet au Mali, la FENAFER fait partie. Je vois, il doit y avoir une représentante ici. Ils ont régulièrement siégé, on discute nos programmes, on fait la planification. L'AOPP aussi fait partie et l'AOPP a participé à toutes nos réunions de programmation, discussion de projets et autres. L'APECAM aussi fait partie. Donc, je tenais à faire ce petit éclaircissement. Et maintenant, je dis, on travaille avec des OP dans leur champ. Le projet qu'on amène, on n'amène pas une perturbation dans le système de culture classique au niveau des exploitations familiales.
On a des rotations coton, maïs, sorgho, arachide, jachère. On respecte. On a des rotations sorgho, arachide, fonio. On a des rotations, on a des zones où on n'a que la monoculture, 1000. Ensuite, fonio. On a des zones aussi où on n'a que la monoculture, sorgho, ensuite fonio. Donc, on est venu intervenir dans ce système, on ne l'a pas modifié. On prend le sorgho, on voit là-dedans comment est-ce qu'avec le microdosage, on peut améliorer le rendement du sorgho dans ce système-là. Donc, pour cela, les images ont un peu montré le microdosage, c'est la pincée des 3 doigts là, n'est-ce pas, de l'engrais qu'on place. Mais nous sommes allés plus loin. Donc, comme pour répondre un peu à une question hier, avant ce projet, il y a eu 2 autres projets qui ont fait un inventaire des méthodes traditionnelles de cette pratique au Mali, du sud au nord, d'est en ouest. Donc, on connaît toutes les pratiques, tout ce qui se fait comme, que ce soit mélange, double proportion ou bien placement après, tout ça c'est inventorié. Le mérite ici, c'est de pouvoir déterminer la dose nécessaire pour le développement du plant. Quelle quantité de phosphore à amener au plant pour que ce soit beaucoup plus vigoureux, pour que son enracinement dans le sol se fasse plus rapidement et pour déclencher son... Donc, Agra est venu tout simplement avec ces idées-là. Sinon, c'est une pratique locale. C'est ce qui fait aussi peut-être son succès. C'est pourquoi c'est largement adopté. Donc, après ça, je disais qu'on est allé plus loin. Quelle est la problématique du fumier? C'est la qualité, la pauvreté en phosphore. Après ça, c'est la quantité. Le PNVA est venu avec le mètre cube qui fait 900 kg ou 800 kg. Ça a été des problèmes. Yeah. Okay. Donc, on a dit non, nous on prend la pincée du fumier composté. Et maintenant, on est en train de voir avec Profeba, qui produit du fumier avec de bons niveaux de qualité. Donc, cette pincée-là, si tu le prends à 300 grammes, plus 2 grammes de DAP, ça te donne un rendement extraordinaire. Et si tu as beaucoup plus de moyens, avec 500 grammes de ce fumier, plus les 2 grammes de DAP, ça te donne aussi des résultats extraordinaires. Et maintenant, pour avoir cet engrais-là, peut-être madame va en parler, on a construit, n'est-ce pas, 39 boutiques d'intrants au niveau de nos organisations paysannes. On a construit aussi 29 magasins de stockage pour le warrantage. Donc, elle va en parler un peu. C'est quand tu as une bonne production, tu déposes ton grain dans le magasin de warrantage. Il y a la caisse au niveau de l'organisation paysanne qui te donne de l'argent. Tu fais une activité génératrice de revenus. Ensuite, tu reviens payer. Voilà. Merci. Ça, c'était pour... Thank you very much. Yeah. Voilà. Donc, elle pourra venir compléter. Madame Keita, assistant Koulibaly, je viens de Sanola dans le cercle de Zézana. Comme moi aussi je suis petit paysanne, chez nous nous faisons l'agriculture, nous avons les champs, nous les femmes, mais les terres ne sont plus fertiles. À cause de cette infertilité du sol maintenant, nous avons examiné après une formation avec Agra comment faire l'agriculture, comment faire le microdosage. Nous voyons que nous labourons de grands espaces avec un quart d'hectare pour son. Il y a des gens qui peuvent même labourer 1 hectare. Les femmes même, nous n'avons pas assez d'engrais.
certaines femmes cultivent seulement un demi-hectare. La façon dont on nous a instruit de microdosage, on peut avoir dans un hectare, on peut voir 4 sacs. Quand nous labourons, peut-être on avait un sac et demi, au plus on a 2 sacs parce qu'on n'avait pas d'engrais chimiques. Donc avec le microdosage, c'est bien, nous leur avons demandé comment est-ce que pouvons-nous avoir accès à ces engrais-là. Ils nous ont dit que si on réduisait un peu le pli, donc avec 25 kilos, on peut utiliser 8 kilos pour un demi-hectare. Pour un hectare, on 30 kilos pour un hectare. Donc, c'est ce système que nous avons appliqué. Depuis l'application de cette technique, nous pouvons avoir dans un hectare 4 sacs et un hectare 8 sacs. Donc, nous nous sommes rués sur cela et nous avons vu que nos revenus avaient augmenté. Il faudrait parler aussi de la commercialisation parce qu'au moment des récoltes, vraiment, le prix est très bas. Donc, nous avons des magasins de stockage. Ils nous ont informé d'apporter notre production dans ces magasins qui sont les plus près de nous. Donc, prenez un peu de sous à côté de cela. Faites les petits commerces à côté. Alors, lorsque le prix des céréales aura augmenté, donc vous revenez et vous aurez augmenté votre revenu. Voilà la façon dont on nous aide à nous procurer de l'engrais. Le crédit d'Anglo, 8 kilos suffit pour nous pour couvrir un hectare de terre. Donc vraiment, c'est une bonne chose pour nous en tant qu'organisation paysanne, en tant que paysanne. Merci beaucoup. Madame Inche Adjaranye. Donc ça c'était sur le sol et maintenant nous allons écouter Kona qui va nous faire une présentation sur de nature plus politique. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, permettez-moi de vous faire cette la copie finale de cette présentation-là est disponible sur votre demande. Vous pouvez donc la tenir par la suite. Monsieur de Schutter, mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du programme de politique et de partenariat, c'est un honneur qui m'est donné de vous présenter un aperçu du programme de partenariat et de politique de l'agra. Je m'appelle Conan. Parfois, j'ai envie de baisser les bras en ma qualité de scientifique. Pourquoi? Eh bien, imaginez-vous que les forts rendements de semences de palmier que nous avons développées au Centre national de recherche agronomique de Centre de Côte d'Ivoire, eh bien, le gouvernement ne nous a jamais aidés à sa mise en œuvre. Et finalement, on a dû vendre cette semence à la Malaisie. Donc, c'est vraiment dommage pour les petits paysans qui vraiment ont besoin de semences, d'engrais, d'accès au marché et ils ont besoin de terre aussi. Si le gouvernement a apporté son appui, eh bien, le projet aurait pu être mis en œuvre. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de politique. Si le secteur privé, le gouvernement, les ONG étaient présents, répondaient à l'appel, eh bien, le projet aurait pu décoller. Les partenariats n'existaient pas non plus. Donc, mesdames et messieurs, il apparaît clairement que
pour tout projet qui n'a pas de partenariat et de soutien, eh bien, ce projet ne survivra pas. La réussite de tout type de projet, particulièrement dans le domaine agricole, dépend de partenariats et de politiques pour l'appuyer. Monsieur Sekawa, les objectifs du millénaire, le projet du millénaire et d'autres projets menés par l'AGRA, c'est de nourrir l'Afrique en générant en proposant des semences et des engrais gratuits. Mais malheureusement, ces projets avaient pour objectif d'accroître le rendement des cultures. Mais il n'y a pas eu, malheureusement, de soutien nécessaire. Notamment, cela a été affecté par les programmes d'ajustement structurel des années 90. Les paysans n'étaient pas en mesure d'entrer en concurrence avec des denrées alimentaires importées et des semences qui bénéficiaient de subventions et des semences qui étaient importées. Et donc, lorsque l'on regarde le projet Visa Sakawa 2000, eh bien, à cause des excédents de production, cela a entraîné donc une chute des prix. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avec le projet du village du millénaire, Millennium Village Project en anglais, eh bien, on constate que les bonnes technologies sont nécessaires et les politiques également sont nécessaires afin de faire décoller de tels projets. L'objectif est la durabilité. Vous vous souviendrez peut-être que dans le cadre du programme Sosakawa 2000, le lauréat du prix Nobel de la paix normale, Mwongo, en 1970, a admis qu'en effet, le manque de subventions a eu des effets dévastateurs. Et donc, il est évident que les contraintes, les limitations qui se posent en termes de politique et de partenariat, eh bien, impactent de façon négative les projets qui sont menés dans le cadre de la Révolution verte en Afrique. Il ne fait aucun doute que des partenariats et des politiques sont nécessaires. L'AGRA développe des projets d'investissement dans les semences, le sol, entre autres. Quels sont donc les objectifs du programme de partenariat et de politique de l'AGRA? Eh bien, l'objectif général est de formuler des politiques fortes qui soutiennent les systèmes agricoles, le développement agricole en Afrique, afin que les petits paysans adoptent les meilleures technologies, que leurs revenus croissent et garantissent la sécurité alimentaire nationale. Quels sont les zones, les domaines d'intervention de l'AGRA? Eh bien, les semences, les sols et l'environnement. Et ces zones, ces domaines d'intervention sont identifiés par les partenaires afin de mener à bien leurs projets dans des pays qui sont nommés des pays de priorité 1. L'AGRA soutient également la formulation de politiques au niveau national. Nous identifions des domaines dans lesquels les politiques doivent être mises en œuvre.
Quelles sont les réalisations qu'a obtenues l'AGRA dans le cadre de son programme de politique et de partenariat? Eh bien, des plateformes, des hubs de politique ont été établis au Kenya, également au Mali, au Mozambique, qui seront bientôt lancés. Au Ghana, par exemple, le gouvernement a sollicité l'AGRA pour qu'il renouvelle sa politique sur les semences afin d'identifier l'obstacle à la commercialisation des semences. Grâce à un soutien technique et financier de l'AGRA et l'autorité du millénaire, eh bien, une législation a été adoptée afin de lancer des semences. Également, dès 2010, on a vu une plus grande commercialisation des semences privées. En 2010, l'AGRA et ses partenaires ont organisé un forum AGRA afin de développer et formuler un plan d'investissement concret pour permettre la concrétisation de la révolution verte en Afrique. AGRA et le nouveau partenariat pour le développement agricole en Afrique ont collaboré ensemble afin de concrétiser, de réaliser les objectifs fixés par la révolution verte. Cela grâce à une collaboration entre les différents programmes de développement de l'agriculture en Afrique. Mesdames et messieurs, dans un environnement caractérisé par des démocraties parfois qui ne sont pas bonnes, où les droits de l'homme sont parfois bafoués, où il y a beaucoup de souffrance, eh bien, nous avons décidé de nous lancer vers la révolution verte. Pourquoi? Eh bien, parce que nous pensons que l'Afrique peut se nourrir elle-même. Mais pour concrétiser cela, eh bien, il est évident que la collaboration du gouvernement, du secteur privé et des ONG est nécessaire. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Maria Moulimbi. Je travaille avec l'AGRA en tant qu'officier en charge de maintenir les partenariats avec les bailleurs de fonds, la société civile et d'autres partenaires. Alors, il s'agit d'un programme qui est jeune. Étant donné l'évolution de l'AGRA, nous avons pris conscience qu'il était important que ne s'agisse pas seulement d'une révolution technologique, mais également d'une révolution sociale. En 2008, ActionAid, l'un de nos partenaires, et le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation ont demandé expressément à l'AGRA à renforcer le dialogue entre la société civile et l'AGRA a pensé qu'il était important de se rassembler et d'écouter ce que les petits paysans avaient à dire. En 2010, nous avons organisé un premier dialogue avec les paysans des régions des greniers, donc des pays sur lesquels nous nous concentrons, pour voir comment on peut concrétiser sur 10 ans la révolution verte. Cette réunion a lieu en mois de juillet à Nairobi et l'une des résultats, l'une des conclusions, c'est qu'il fallait avoir un mécanisme clair, un cadre dans lequel travailler avec les membres de la société civile. Nous avons pensé qu'il fallait faire preuve de plus de stratégie et d'intégrer cela dans le programme de l'AGRA. En 2011, nous avons une réunion à Accra pour la société panafricaine et la plupart des représentants étaient là-bas, des décideurs politiques, des leaders traditionnels,
des représentants des jeunes, des femmes, des organisations religieuses, des juristes ainsi que des universitaires. La question principale qui a été posée, c'était quelle est la vision que nous partageons. Évidemment, il faut trouver des points de convergence, c'est ce qu'on voulait faire. Et dans le cadre de la stratégie des greniers de l'AGRA, nous nous sommes posé cette question. Et en fait, notre vision, c'est la sécurité alimentaire. Question suivante qu'on s'est posée, comment être les organisations de la société civile qui sont présentes au Mozambique, au Ghana et d'autres pays, comment on peut accélérer la révolution verte en travaillant dans le cadre des principes de leurs organisations. Quels sont les programmes au sein de l'AGRA peuvent bien travailler avec la société civile. Cela nous a permis de créer le cadre panafricain. Mais on a pensé que c'était un peu trop générique. Donc l'étape suivante était de se déplacer dans chacun des pays et s'entretenir avec les organisations de la société civile et paysanne nationale afin de dégager des piliers. Et notre première réunion dans ce cadre aura lieu au mois de mars, où il y aura des discussions resserrées pour voir comment les organisations de la société civile peuvent collaborer avec l'AGRA. En juillet, nous serons au Mali. Début août, nous serons en Tanzanie. Puis, à la fin du mois d'août, nous serons au Mozambique. Et à la fin de ce processus, nous espérons avoir une stratégie en place. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci Maria. Il est important de dire que dans les réunions qu'on a eues avec la société civile, il y a eu une forte représentation d'organisations paysannes clés. Nous les invitons donc, puisqu'elles représentent les groupes de paysans, de paysannes de l'ensemble de l'Afrique, car pour nous, il est important d'entendre les opinions, les voix de tous les paysans africains. Merci. J'aimerais donc maintenant recevoir M. Fadel Ndiamé, qui va nous parler de ce qu'il fait. Il a travaillé avec un certain nombre d'organisations dans le continent et les Mamadou et les autres le connaissent bien. Monsieur Fadel, vous avez la parole. Je m'appelle Fadel Ndiamé, je suis fils de paysanne, je viens du Sénégal. Depuis un an, je travaille à Agra et je suis responsable d'un nouveau programme dont l'objectif est de nouer le partenariat avec les producteurs et leurs organisations. En anglais, l'initiative s'appelle FOSCA, Farmer Organization Support Center. Mais avant de venir à Agra, j'ai passé 25 ans à travailler avec les organisations paysannes. J'ai passé beaucoup de temps avec Ndiogu Fall, Mamadou Sissoko. Je connais bien la France. J'ai été à Risso, Caille. Et la dernière activité que j'ai menée avec les OP, c'était la consultation des OP sur les politiques agricoles du NEPAD, qui a abouti à la mise en place du forum paysan qui va avoir lieu dans quelques jours à Rome. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est juste pour montrer que je suis témoin du processus complexe, difficile de construction d'une parole paysanne. Et j'apprécie l'importance de ce forum. Je pense que nous avons une opportunité de jeter des ponts sur la base d'un certain nombre de principes que je voudrais partager avec vous. Mais pour se parler et parler bien, il faut s'entendre sur quel est le problème. Je pense que ceux qui ont organisé ce forum voulaient nous faire il y a une leçon de pédagogie dans la manière dont tout s'est fait ici. Je pense qu'on a bien écouté et je vois bien mon jeune frère de l'autre côté qui me doit encore de la cola pour se mettre en colère devant son grand frère. Je crois que l'enjeu, c'est de quelle transformation pour l'agriculture familiale. Et je pense que la question que nos amis nous posent, c'est qu'au-delà des changements techniques et de la technologie, il y a tout un défi
de quelle modernité pour l'agriculture paysanne? Je crois que c'est une question très importante. Mais si on ne se la pose pas bien, on est dans un malentendu. Je crois que dans le contexte de cette discussion, je salue cet espace, parce qu'on a besoin de cet espace pour se parler et continuer à se consulter. Mais je veux faire la proposition qu'une des dimensions de la question, c'est comment créer de la richesse de manière inclusive. Comment faire que, tout en restant dans nos exploitations familiales, on ne soit pas dans une dynamique de paupérisation qui est en train de se passer maintenant. On a beaucoup parlé du paysan, mais de qui parle-t-on? Il y a beaucoup de diversité dans nos groupes, il y a beaucoup de défis. Mais je pense que, en tout cas, ce que je veux partager avec vous, c'est quels sont les principes sur lesquels nous pensons la jonction avec ce mouvement, qui est très important. Et je veux démarrer par un certain nombre de principes que j'ai mis là-bas. Je pense que le point de départ, et je crois que ça a été articulé par les organisateurs, c'est un principe de respect mutuel et de dialogue. Pour construire des paroles plurielles. Je ne suis pas paysan, ma mère était paysanne, elle m'a envoyé à l'école. Un vieux Malien m'a dit, nous vous avons envoyé chercher de l'eau, vous nos fils, on vous a envoyé à l'école. Non seulement vous n'avez pas amené de l'eau, mais vous n'êtes pas revenus. Je pense que le défi des gens comme nous, des gens qui sont ici, nous sommes tous fils de paysans. Ce n'est pas vous et nous, c'est nous dans nous. Mais il y a un os dans la mayonnaise, et il faut qu'on trouve cet os-là. Voilà les principes. Je voudrais donc, respect mutuel, dialogue. Il faut qu'on continue à se consulter régulièrement sur les questions importantes. Il faut qu'on trouve des principes de participation réelle, pas symbolique. Et je crois que tout le monde doit être dans la discussion, y compris les metteurs en scène. C'est un débat trop important. Je pense que ce n'est pas uniquement mes sœurs du Sénégal, du Mali, de la Guinée contre Agra. C'est une question beaucoup plus importante. J'aimerais qu'on continue cette discussion en disant, dans les conditions actuelles, quelles sont les perspectives d'une transformation réussie de l'agriculture familiale. Nous partons d'un certain nombre de principes. Next, please. D'abord, en reconnaissant que les paysans et leurs organisations ont fait énormément de progrès depuis plusieurs années. Vous avez mené des combats techniques, politiques, organisationnels, et nous sommes qui sont importants pour l'avancée de l'agriculture en Afrique. Du point de vue de l'agra, notre point de départ, c'est que nous ne pouvons pas réussir si nous ne travaillons pas avec leurs organisations, les paysans. Et il est de notre intérêt d'avoir des organisations crédibles, performantes, qui arrivent à mener le débat. Ça, c'est notre prémisse de départ. Nous reconnaissons que par rapport aux défis économiques, un des plus grands défis quand on veut aider l'agriculture paysanne, c'est comment impliquer des paysans dispersés dans des territoires et qui individuellement n'ont pas les moyens de peser sur ce qui se fait. Donc nous apprécions le travail, en particulier que font les organisations paysannes, pour mettre en commun, agréger les points de vue et peser sur les processus de décision. Next. Nous avons vu de nos propres yeux les efforts que font vos membres. Ça, c'est une photo de Ségou. Mamoudou reconnaît ça. Où Faso Djigui essaie d'impliquer les femmes dans un système où, si tu te focalises uniquement sur les céréales, tu laisses de côté une partie de la famille pour produire de l'échalote. Mais regardez comment elles produisent nos sœurs. C'est avec des seaux qu'elles arrosent. Comment, dans ces conditions, nous allons faire partager le progrès si on ne fait pas beaucoup plus d'efforts? Mais nous reconnaissons qu'il y a un effort pour cibler et pour s'assurer qu'il y a un progrès inclusif qui touche toutes les composantes de la famille. Prochain. Nous avons vu des collègues de Tanzanie, Mviwata, adresser la question difficile de comment on permet à des producteurs isolés qui sont dans des zones marginales, sans transport et sans infrastructure, pour accéder au marché. Ils ont trouvé l'idée originale d'amener les marchés vers les producteurs. Parce qu'il était impossible d'amener les produits vers les marchés. C'est une expérience innovante qui est en train de se faire en Tanzanie. Nous reconnaissons que dans votre travail de tous les jours, la vision, c'est de renforcer des capacités à assumer un certain nombre de fonctions essentielles, dont la voix, dont l'expression d'une voix paysanne qui doit se construire.
Il y a des questions politiques importantes, il y a des questions techniques, il y a des questions de gestion. Il est évident que Agra, compte tenu de la manière dont elle a été composée, ne peut pas s'attaquer à toutes ces questions. Ce que je considère comme le défi de cette rencontre, c'est d'identifier l'espace où nous pouvons travailler ensemble, compte tenu de nos spécificités respectives. Prochain. Comment nous avons intériorisé ces principes dans le travail de FOSCA, qui vient de démarrer, qui est très modeste. Nous n'avons aucune prétention. C'est de dire, nous allons consulter les paysans, leurs organisations, dans la conception et la mise en œuvre. OK. All right. Donc, nous avons tout un processus et j'ai dans la salle des organisations paysannes qui sont dans le conseil d'administration de FOSCA. La majorité sont des représentants d'organisations paysannes. J'aimerais demander à mon frère Kwaku Boateng de lever la main. Du Ghana, nous avons quelqu'un de Zimbabwe, pardon, de Tanzanie, Afrique du Sud. Donc le souci de s'assurer que ce que nous faisons tient compte des préoccupations et des priorités des producteurs. Nous sommes dans une dynamique de dialogue avec les OP pour identifier leurs besoins, les capacités qu'elles ont en leur sein et celles dont elles ne disposent pas. Et nous considérons que notre travail, c'est un travail de mise en relation, en partant des priorités et des capacités des producteurs. Mais nous sommes conscients aussi qu'on ne peut pas le faire, ne nous leurrons pas. Nous n'avons pas les capacités de nous nourrir. Nous sommes des acheteurs nets de céréales. Nous pouvons vendre aujourd'hui, mais demain nous allons retourner sur le marché et acheter de la nourriture. Donc nous devons apprendre, nous ouvrir à des expériences et améliorer ce que nous faisons. Ça, c'est un exemple, je ne vais pas beaucoup élaborer là-dessus, de comment au Mali, nous sommes en train de travailler avec Faso Djigui pour aider cette organisation paysanne à accéder à des créneaux plus rémunérateurs qui permettent à leurs membres de gagner plus d'argent. Il y a des défis de gestion de la qualité. Quand on est dans le marché, il faut comprendre que veulent les acheteurs et comment on peut travailler à partir de ces préoccupations pour renforcer les capacités de tous les acteurs. Qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Je pense que nous allons, sur la base de la discussion que nous avons, et je voulais remercier les organisateurs de nous donner l'opportunité de cet espace de dialogue. Mais le défi que je vois, et c'est ça, je veux terminer par ça, parce que je vois ma soeur qui me regarde comme mon temps est terminé, je considère qu'on a 3 défis majeurs. Premièrement, nous accorder sur une vision d'une transformation réussie de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est? Il y a de la technique, il y a du social, il y a de l'organisation, il y a du politique. Accordons-nous sur ça. Deuxièmement, identifions quels sont les principes éthiques et les valeurs à partir desquelles on travaille. La transparence, entre autres. Je pense que tout ce qui est une opinion doit être dans l'arène. Pas se mettre derrière et mettre en avant des gens qui articulent des choses. Ayons un débat franc et ouvert. Troisièmement, trouvons les modalités concrètes de comment on va faire le travail. Très souvent, on bloque, non pas parce qu'on n'est pas d'accord, mais parce qu'on ne sait pas comment engager avec les OP. Et je crois que c'est une opportunité que nous avons pour explorer ce champ. Je vous remercie.